Eh bien, bonsoir à toutes et à tous pour clôturer cette première journée du Salon international du littoral et des enjeux méditerranéens. Le groupe Midi Libre s'est associé donc avec le Monde Nouveau. Le Monde Nouveau, quelques mots d'explication en préambule, c'est une initiative du groupe Dépêche qui promeut les initiatives et les engagements en faveur des transitions écologiques et sociétales. Donc ça va consister à une vingtaine d'événements qui vont être programmés dans l'année en Occitanie, que ce soit en physique ou en digital. Et on va retrouver ces thématiques à la fois de climat, d'énergie renouvelable, d'aménagement et de mobilité, d'agriculture et d'alimentation, d'économie circulaire, de sciences de santé, de biodiversité et de nouvelles citoyennetés. Un ensemble de conférences qui nous attendent tout au long de cette année qui arrive. Et vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos tablettes le grand événement qui va se dérouler du 4 au 7 mars 2021 au Quorum pour le Monde Nouveau. Voilà, si vous voulez plus de précision, la liste des événements, si vous êtes intéressé pour participer, collaborer, donner des idées, il y a le lemondenouveau.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Monde Nouveau. Voilà pour ce petit préambule. Je suis très content de recevoir ce soir cette personnalité. Nous allons débattre de l'engagement sociétal d'hommes et de femmes de mer. On fera les présentations. On aura un représentant de la SNSM, Armand. Nous avons Wolfgang qui nous parlera d'Escale à 7. Nous avons Benoît Schumann pour Project Rescue Océan. Thibaut Vauchel-Camus, navigateur engagé dans une cause noble dont on parlera tout à l'heure. Notre navigateur made in Occitanie, Quito de Pavan, qui lui aussi pourra nous parler de solidarité des gens de mer. Enfin, François Thomas, président de SOS Méditerranée, et Marc Chevalier, qu'on ne présente plus, ou que je représenterai en tout cas juste après. Et en préambule, je crois que j'invite à rejoindre Monsieur le maire, Stéphane Rossignol, pour quelques mots introductifs. Merci Yannick. Mesdames, Messieurs, je suis ravi une nouvelle fois de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette clôture de la première journée du Salon international du littoral organisé par le groupe La Dépêche Midi Libre. Et merci encore à Midi Libre d'avoir choisi pour cette troisième édition de ce salon le Palais des Congrès Jean Balladur de la Grande Motte. C'est le lieu qui se prêtait, un port de la Méditerranée, à quelques kilomètres de Montpellier pour cette organisation. Alors, ce soir, c'est un débat intéressant avec un plateau prestigieux qui va intervenir sur des questions qui, bien sûr, sont une des préoccupations importantes à la Grande Motte. On connaît la Grande Motte sur son aspect architectural, son béton, mais on oublie souvent, et je le mets souvent en première ligne, que la Grande Motte, c'est avant tout une ville verte. C'est un jardin méditerranéen qu'a voulu notre architecte Jean Balladur, puisque plus de 70% de l'espace de la Grande Motte est constitué par des espaces verts. Et donc la préoccupation de la municipalité, depuis que j'ai l'honneur de la diriger, est tournée totalement vers cette préoccupation-là, à travers des actions que nous conduisons. Nous avons été précurseurs dans le Sea-Bin Project, ces poubelles de mer qui sont installées dans les ports aujourd'hui, qui ont pendant 2 ans été testés ici et qui recueillent les déchets qui peuvent être récupérés dans le port par malheureusement toutes les incivilités provoquées par les piétons qui se baladent sur le port ou par les plaisanciers aussi, qui sont nombreux à ne pas respecter un certain nombre de règles. C'est le 16 mai que nous accueillons aussi à travers les tortues Kawan qui sont blessées, qui sont guéris, qui sont soignés au Gros du Roi, au Siquarium, et qui viennent pendant plusieurs mois se réacclimater au Ponant avant d'être remis en mer. Donc c'est une préoccupation là aussi. Et puis toutes les opérations que nous menons avec la Palanquille, le club de plongée, pour récupérer les déchets lorsque les feux d'artifice peuvent être tirés. Cette année, ce n'était pas le cas, qui récupèrent les déchets en mer. Ce sont toutes les opérations de nettoyage qui sont organisées par de nombreuses associations avec le soutien de la ville et de l'agglomération du Pays de l'Or pour nettoyer nos plages qui sont malheureusement souvent souillées par toutes ces incivilités. Et puis, on n'oublie pas les gens de mer et l'aide que la ville aussi a pu apporter récemment à la SNSM
C'est une question importante. Nous avons la chance d'avoir une vedette SNSM dans le port de la Grande Motte. Et nous savons les difficultés que peut rencontrer une association comme la SNSM pour rénover, pour investir. Et bien, c'est normal qu'une collectivité soit là pour appuyer toutes ces opérations. Voilà, donc je vous laisse débattre sur ces sujets très importants, sans oublier bien sûr SOS Méditerranée et tout ce que cela concerne et que cela représente. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne fin de Salon du Littoral, mais il reste encore une journée. Il y a encore une journée demain. Merci Monsieur le maire. Donc, en introduction, ça nous fait plaisir que Marc Chevalier puisse venir nous dire quelques mots. Membre de l'Académie de Marine, également vice-président du Césaire Occitanie. Il a un regard affûté sur la Méditerranée et sur ce que peut signifier la solidarité. Marc, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Bonsoir. Avant toute chose, je suis très heureux d'introduire cette belle table ronde parce que j'ai beaucoup de considération et d'admiration pour tous les gens qui sont là, que ce soit SOS Méditerranée, que ce soit SNSM, que ce soit les champions qui sont là, que ce soit Benoît Schumann, l'homme qui marche sur les eaux, et notre ami Wolfgang, le patron d'Escale 7. Alors, quelques mots sur la solidarité, c'est ce qu'on m'a demandé. Vous savez que dans le maritime, on évoque souvent ce mot, c'est une évidence. La fameuse solidarité des gens de mer fait partie du langage maritime et les politiques ils font souvent référence. Alors j'ai cherché ce que c'était la solidarité. Double étymologie. Celle de solide, la solidarité qui rend une communauté plus solide. Et on le sait, quand il y a des grands événements dans les villages ou en mer, dès que les gens s'unissent, sont solidaires, ils sont plus forts. Et puis celle de solidaire. Solidaire, c'est l'engagement envers des tiers, la co-responsabilité qui donne la crédibilité vis-à-vis d'autres personnes. Alors l'histoire nous rappelle que depuis des temps très anciens, les communautés maritimes de pêcheurs avaient déjà une solidarité entre eux, puisqu'on compensait quand les familles perdaient des gens en mer, il y avait une solidarité qui se mettait en place pour que les familles et les veuves puissent survivre. Donc, d'ailleurs, il y a 3 siècles, Colbert a mis en place la sécurité sociale pour les marins, qui est maintenant devenue, pour ceux qui savent, l'ENIM, l'établissement des invalides de la marine marchande. Puis il y a une seconde solidarité qui a toujours lié les navigants entre eux, et là je me tourne vers les champions, puisqu'on a vu dans des courses, même autour du monde, notre ami Loïc Perron allait sauver Poupon qui avait son bateau chaviré, Gauthier qui était tombé d'un bateau pendant la course de Figaro, Alain Gauthier, et puis tout ce qui se passe en mer, puisque cette deuxième solidarité, c'est un devoir d'aller sauver ceux qui risquent de disparaître en mer, même son ennemi. Et c'est devenu d'ailleurs une obligation depuis la loi de Convention de Bruxelles de 1910, dont SOS Méditerranée s'appuie de temps en temps pour dire qu'il faut sauver les gens en mer. Une troisième solidarité que j'ai trouvée, c'est très ancienne bien sûr, ça a été un peu mon métier, c'est pour faire face au risque du transport maritime et de l'expédition maritime. Les armateurs se mettaient d'accord entre eux pour laisser des espaces à bord pour leurs marchandises, et on en est arrivé à une règle qui s'appelle la règle de la varie commune, où la marchandise participe à la réparation du bateau au prorata de sa valeur. Et enfin, une solidarité qui est tout à fait différente, que j'appelle la solidarité choisie, les solidarités choisies. C'est un système d'entraide qui n'est pas réglementé, et c'est ce que nous allons entendre ce soir. Aucun règlement pour Escale 7, aucun règlement pour SOS Méditerranée, ils sont bénévoles, aucun règlement pour Quito et Thibault, et encore moins pour Benoît Schumann. Donc, ce sont des gens extraordinaires parce qu'ils sont bénévoles. Et vous entendrez, j'espère que ce soir, vous direz chacun combien de bénévoles vous représentez dans vos activités. Donc, je peux dire qu'elles sont naturelles car elles se trouvent au plus profond de l'être humain. Il s'agit de personnes qui partagent des valeurs, souvent prêtes à affronter un risque commun. Elles s'engagent en fonction de leurs moyens pour les autres. C'est un lien vivant. Et ça, j'insiste.
Cette solidarité, enfin, pour finir, suppose et encourage une valeur fondamentale du maritime, la parole. Et dans le maritime, pour ceux qui le savent, le respect de la parole est quelque chose de considérable, sans laquelle il ne peut pas y avoir de solidarité. Voilà, je prendrai la parole pour finir, mais je voulais vous dire que, pour moi, le maritime et la solidarité, c'est quelque chose de fondamental dans votre vie à tous. Merci Marc pour cette introduction. J'ai envie de passer tout de suite dans le vif du sujet pour parler de cette solidarité avec cette question brûlante d'actualité. Nous avons la chance d'avoir François Thomas, devenu président de l'association SOS Méditerranée. Je pense que vous la connaissez tous, mais il va pouvoir peut-être nous rappeler en quelques mots quelle est sa vocation et puis surtout nous donner des nouvelles de son bateau, de son navire, l'Ocean Viking, qui reste bloqué par les autorités italiennes. François Thomas, quelle est la situation? Oui, merci. Le SOS Méditerranée a 5 ans cette année. SOS Méditerranée a été créé en face du drame qu'il y avait en Méditerranée centrale en 2015 et où il n'y avait plus aucun moyen de sauvetage étatique dédié au sauvetage. Aujourd'hui, SOS Méditerranée, c'est 900 bénévoles, 50 salariés, plus de 30 000 donateurs dans 4 pays. Alors, comme vous le disiez, Monsieur Chevalier, il y a beaucoup de donateurs, c'est une grande chaîne. Nous avons l'habitude de dire tous sauveteurs. Aujourd'hui, nous parlons de solidarité des gens de mer. On a beaucoup parlé à une époque de l'Aquarius, qui a sauvé plus de 29 000 vies. Aujourd'hui, nous avons un nouveau navire, l'Ocean Viking, qui est bloqué dans le port de Porto Empedocle, en Sicile. Il est bloqué par les autorités italiennes suite à ce qu'on appelle un contrôle par l'état du port. Ces contrôles, dans ma carrière maritime, j'en ai vu dans le monde entier, ces contrôles sont excessivement positifs puisqu'ils sont faits pour améliorer la sécurité et éliminer les navires sous standard. En l'occurrence, en ce qui concerne l'Ocean Viking, il y a une attitude totalement différente. Au lieu de chercher la conformité du navire, les autorités ont cherché la non-conformité. C'est une sorte de zèle absolu. Sur un navire, vous avez des milliers d'enregistrements, milliers de points techniques. Et suite à cela, le navire est bloqué. Par ailleurs, aujourd'hui, les autorités italiennes ont une interprétation très particulière du droit maritime, et c'est ce qui bloque principalement le navire, c'est-à-dire qu'ils considèrent que les certificats du navire devraient tenir compte du nombre de passagers, que les rescapés devraient être considérés quasiment comme des passagers. Donc bien évidemment, le sauvetage, c'est une obligation légale en mer, mais on en reparlera au-delà, c'est ce on appelle la solidarité des gens de mer. Aucun capitaine ne peut ignorer un appel de détresse. Donc c'est une situation d'urgence et bien sûr, les règlements internationaux ne prévoient pas le nombre, les certificats, les équipements pour le nombre de rescapés que nous allons sauver. Nous sommes un navire de sauvetage. Bien évidemment, nous avons des équipements, des gilets de sauvetage et beaucoup d'équipements suite à notre expérience du sauvetage. Mais là, c'est un harcèlement administratif qui malheureusement également ne s'applique pas qu'à l'Ocean Viking, puisque tous les navires d'ONG qui passent maintenant en Italie subissent le même sort. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle, le drame en Méditerranée continue. Il n'y a plus aucun navire d'ONG opérationnel en Méditerranée centrale et les naufrages continuent. Merci François Thomas pour cette première intervention. On va peut-être profiter d'avoir la chance et l'honneur d'avoir parmi nous, mais à distance, l'amiral Vittorio Alessandro, en direct d'Italie. Amiral, est-ce que vous nous entendez? Abbiamo la fortuna di avere quindi tra noi l'ammiraglio Vittorio Alessandro che ci segue dall'Italia. Ci sente bene? Sì, vi sento benissimo. Oui, je vous entends très bien. Donc, François Thomas vient de nous parler de la situation du bateau d'SOS Méditerranée. Quelle est, de votre point de vue, la situation actuellement en Italie par rapport à cette problématique des navires des ONG?
François Thomas ci ha appena parlato quindi del problema della Ocean Viking di SOS Mediterranee. Qual è il suo punto di vista rispetto a quello che sta succedendo adesso con le navi in Italia? Intanto buonasera e grazie per avermi invitato. Avant tout, bonsoir et merci beaucoup pour m'avoir invité. La situazione di fronte ai nostri occhi è molto preoccupante, perché il mio timore è che l'Italia sia diventata il laboratorio del silenzio et della distanza. La situation devant mes yeux est très préoccupante parce que j'ai l'impression que l'Italie est devenue le laboratoire du silence et de la distance. La presenza di un consistente numero di persone che affrontano il canale di Sicilia La présence impone delle risposte. Cioè, ci riusciremo, mi scusi, devo di metterci in sintonia. Provo a completare la frase. Prego, mi scusi ancora. No, grazie, ci mancherebbe. Dicevo, la presenza di questi numeri che non sono eccellenti, eccezionali come quelli di altri periodi, impone delle risposte condivise fra i paesi del Mediterraneo et fra istituzioni e volontari. La présence de ces nombres de personnes qui n'est pas aussi important par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé impose des réponses communes entre les différents pays de la Méditerranée et d'autres. Io vi parlo da Porto Empedocle. Proprio qui 2 navi sono state fermate dalle autorità italiane e sono navi che hanno salvato persone. Tra queste, naturalmente, l'Ocean Viking. Je vous parle de Port Empédocle, donc ici il y a 2 bateaux. Ces 2 bateaux ont sauvé des gens et parmi ces bateaux, évidemment, il y a l'Ocean Viking. Ritengo che il modo con il quale sono state fermate queste navi aggrava la nostra situazione e non ci consente di capire e affrontare adeguatamente la questione dei migranti. Je pense que la façon dont ce bateau a été arrêté empire notre situation et ne nous permet pas de faire face à la situation, à la problématique des migrants. I rapporti di visita alle navi, le navi fermate sono già 4 e forse un'altra se ne aggiungerà nei prossimi giorni. Questi rapporti considerano le persone salvate dei passeggeri. Les rapports, les comptes rendus en fait des bateaux, et les rapports des bateaux, il y en a eu 4 et il y en a un 5e en cours, considèrent les rescapés comme des passagers. E questo è un trucco. Si arriva a questo trucco dicendo che la nave ha salvato in assenza di coordinamento delle autorità italiane. Et c'est ça la ruse. On arrive à dire que le bateau a sauvé des personnes sans la coordination des autorités italiennes. Ma tutte le convenzioni marittime in materia di salvataggio e anche le norme italiane dicono che qualunque Stato sia a conoscenza di una situazione di pericolo è tenuto a coordinare.
Mais tous les règlements internationaux et les normatives italiennes disent que tout bateau qui se trouve face à une situation de danger est obligé à intervenir, à coordonner il sauvetage. Donc. L'Italia continua a salvare, ma lo fa senza coordinare. L'Italie continue à sauver, mais sans la coordination. In questo modo lascia fuori dal dispositivo di salvataggio le navi ONG, provocando ulteriori situazioni di pericolo. Et ainsi, elle laisse dehors, elle laisse hors de la situation tous les bateaux des ONG en provoquant, en causant des situations de danger. Io sono convinto che il salvataggio marittimo, di fronte a situazioni che hanno una portata storica, richiede un grande coordinamento che coinvolga tutti gli Stati europei e l'azione delle navi dei volontari. Je suis convaincue que face à des situations comme ça, qui demandent une coordination globale, internationale, il est nécessaire que les pays se coordonnent, même au-delà de la Méditerranée, pour cela. Tanto più è necessario questo perché le navi mercantili sono spesso costrette a non vedere le situazioni di pericolo. C'est d'autant plus nécessaire que les navires commerçants sont de plus en plus contraintes à ne pas voir les situations de danger. E recentemente una nave mercantile è rimasta 38 giorni con 27 naufraghi a bordo, Et il n'y a pas in longtemps, attesa di un porto. il n'y a pas longtemps, un navire marchand est resté 38 jours avec 27 persone, diceva a bordo, avec 27 personnes à bord, dans l'attente qu'on puisse les secourir. Io ritengo che la bandiera straniera delle navi ONG, insieme a quelle dei volontari italiani, possa essere una buona garanzia di coinvolgimento degli altri paesi europei. Moi, je crois que le pavillon étranger des bateaux des ONG puisse être une bonne garantie d'implication pour tous les pays, les autres pays. Grazie. Merci. Merci, Amiral. J'ai envie de... François Thomas, peut-être une réaction à ce qui vient d'être dit? Oui, tout à fait. Il y a un problème de solidarité envers l'Italie. Il faut savoir que l'Italie et Malte sont les pays de première arrivée de toutes ces personnes qui essayent de traverser la Méditerranée. Et il est impératif qu'il y ait une solidarité européenne pour soulager ce que reçoit toute l'Italie. Donc il y a eu un accord, un pré-accord à Malte en septembre 2019, ce qu'on appelle l'accord de La Valette. La France, il faut reconnaître que la France et l'Allemagne étaient à l'initiative de cet accord de répartition des personnes rescapées. Cet accord a été suspendu en partie en raison de la crise sanitaire et aujourd'hui on voit que l'Italie porte un fardeau important, mais ça ne justifie en aucun cas, bien sûr, le blocage des navires des ONG alors que le drame continue en Méditerranée. L'amiral a mentionné le cas de ce navire de commerce, le Maersk Étienne, qui a été bloqué pendant 39 jours avec 27 personnes. Malgré les déclarations de toute la communauté maritime
rien n'a été fait. Rien n'a été fait et c'est vraiment la négation totale de la solidarité, la négation totale des règlements internationaux qui demandent, évidemment, quand il y a eu un sauvetage, que les personnes rescapées soient débarquées dans les plus brefs délais. Donc c'est ça qui est vraiment très inquiétant aujourd'hui dans la situation en Méditerranée, une dérive totale de la solidarité, mais surtout aussi, les États ne respectent plus du tout la réglementation maritime. SOS Méditerranée, en tant qu'association, avec un navire affrété, nous sommes toujours très vigilants de respecter cette réglementation. Lorsque nous faisons un sauvetage dans une zone de recherche et sauvetage sous responsabilité libyenne, nous contactons les autorités libyennes. Encore faut-il qu'elles nous répondent. Et quand elles nous répondent, elles nous demandent de débarquer les personnes rescapées dans un port libyen, ce qui est complètement contraire au droit international, puisque les ports libyens ne sont pas un lieu sûr. Et c'est d'ailleurs reconnu par l'ONU, par la Commission européenne. Et nous leur demandons donc un autre lieu. Et puis c'est comme ça que nous attendons des jours, des semaines, avant de pouvoir débarquer ces personnes qui, il faut le savoir quand même, ont vécu l'enfer en Libye, des tortures, des viols, de l'esclavage, et qui ont passé pour certaines plusieurs jours en mer, et qui arrivent à bord dans des conditions psychologiques, mais également qui sont vraiment blessés dans des conditions excessivement graves. Donc c'est ce manque de solidarité qui est vraiment inquiétant aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui le sujet c'est la solidarité des gens de mer qui, elle, ne se discute pas, et tous les marins, on le voit, bon j'ai parlé de Maersk Etienne, mais les navires de sauvetage des ONG, aujourd'hui on est plusieurs représentants marins, anciens marins, et cette solidarité des gens de mer, elle existe, solidarité des citoyens aussi, et on aimerait bien que les États européens soient plus solidaires. Merci François Thomas. Quelles pourraient être donc en urgence les premières mesures à prendre pour avancer? Déjà, libérer les navires de sauvetage. Il n'y a aucune raison qu'ils soient bloqués. Ils font une mission, ils remplacent ce que ne font pas les États européens. Et puis ensuite, ce que nous demandons depuis longtemps, c'est un accord européen, un accord pérenne, prévisible, coordonné, pour que les personnes rescapées puissent débarquer dans le port le plus proche et qu'ensuite l'Italie, qui accueille toutes ces personnes, puisse être soulagée et que les personnes soient réparties dans plusieurs pays européens. Est-ce que vous connaissez la situation actuelle? Il y a des idées reçues où souvent on dit l'hiver arrive, il y a moins de traversées. Quel est le ressenti, en tout cas, ce que vos équipes rapportent du terrain? Alors, le reproche qui est fait depuis longtemps, c'est qu'on dit que les ONG créent un appel d'air. Ce qui a été démontré, le contraire, a été démontré à multiples reprises, puisque actuellement, il n'y a plus de navires d'ONG, les départs continuent. Il y a eu à la fin de l'opération Mare Nostrum en 2015, quand il n'y avait pas de navires d'ONG, ça continuait également. Au moment de la pandémie, il y a beaucoup d'exemples. Et puis il y a eu également des études universitaires qui ont démontré que la présence des navires des ONG n'avait rien à voir avec les départs. La première raison des départs de ces personnes qui fuient l'enfer, c'est évidemment les conditions météorologiques. Donc dès qu'il y a une fenêtre météo, ces personnes essayent de traverser. Et puis également l'intensification des combats en Libye. Donc là, la situation actuelle, ça continue, vous avez des retours sur des départs, ça ne s'arrête pas en fait. Hein. Il y a des drames encore la semaine dernière, on retrouve des corps sur les côtes libyennes, on retrouve des corps sur les côtes tunisiennes. Ce qui est très inquiétant, on parle de plus de 20 000 morts depuis 2014 en Méditerranée. Tout le monde le sait, c'est complètement sous-évalué. C'est vraiment un drame. Aujourd'hui, il n'y a plus de témoins. Donc le fait qu'il n'y ait plus de navires d'ONG, même les navires, les avions de certaines ONG sont bloqués. Donc il n'y a plus de témoins. Et les chiffres sont certainement sous-évalués. Donc il y a un drame en silence. On parle beaucoup de ce drame qui a eu lieu en avril 2015, avec, on pensait qu'il y avait 800 victimes, la catastrophe maritime la plus grave, le naufrage le plus grave en Méditerranée depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites par des équipes de médecins légistes, puisque le navire a été récupéré, et on a déjà dépassé les 1100 victimes.
Donc c'est une preuve de plus, malheureusement, de ce drame silencieux. Et la mobilisation citoyenne des ONG continue, et il est important que nous continuions à nous battre et à témoigner. C'est une autre mission de SOS Méditerranée. Merci beaucoup. Est-ce que l'amiral Vittorio Alessandro est toujours avec nous? L'ammiraglio Vittorio Alessandro è sempre con noi? Je ne sais pas si vous pouvez lui faire un petit résumé ou c'est un peu compliqué. En tout cas, lui, est-ce qu'il peut nous parler de comment il a vu évoluer cette situation, du temps où il travaillait, où il était en contact direct avec ce phénomène, il a peut-être vu apparaître, et est-ce qu'il est optimiste pour les années à venir? Dunque non so se ha potuto seguire il signor Tomà che parlava della situazione. Lei che cosa ci potrebbe dire della situazione che ha visto evolvere da quando lavorava ad adesso? La situazione si è modificata in relazione alle strade che si aprono e si chiudono ai flussi della migrazione. La situation s'est modifiée par rapport aux chemins, aux routes maritimes qui se sont ouvertes et fermées, les routes de la migration. Stiamo parlando di un fenomeno che è molto più simile alla legge dei vasi comunicanti che non a vicende politiche e storiche. On parle d'une situation qu'on peut comparer plus facilement à des vases communicants plutôt qu'à des épisodes historiques, des événements historiques. Non si ferma il flusso nonostante l'impegno a tenere in vita una guardia costiera libica che in realtà ha solo il nome della guardia costiera. Le flux ne s'arrête pas malgré l'engagement des gardes-côtes libyens qui n'ont que le nom de garde-côtes, en fait, qui ne portent que le nom. Così come un'area SAR libica ha soltanto il nome di area SAR. Area SAR, non lo sento bene. SAR. D'accord. Search and Rescue. C'est tout comme la zone libyenne SAR ne porte que le nom de SAR. Perché è l'unica area di soccorso, quella libica, in cui vengono riprese le persone che fuggono per essere riportate nella detenzione. Parce que la soi-disant zone de secours libyenne est le seul endroit de secours où on prend les gens et on les remet en détention, en fait, sur les côtes libyennes. Quindi se trasformazioni ci sono state, sono nel senso di un riconoscimento di entità che in realtà non esistono. Donc, s'il y a eu une transformation, ce n'est que la reconnaissance d'entités que dans les faits n'existent pas. D'accord. Quel est l'état de l'opinion italienne aujourd'hui? Est-ce qu'il y a besoin d'un manque de communication? Quel est le ressenti? Peut-être le manque de solidarité des autres pays européens? E qual è il sentimento un po' dell'Italia, degli italiani rispetto a questa situazione? Un po' un'impressione di mancanza di solidarietà da parte degli altri paesi? Io credo che soprattutto l'Italia si senta isolata da norme come quella di Dublino, che attribuisce al paese, che è la sponda principale che riceve i migranti, un ruolo troppo decisivo senza l'aiuto di nessuno. Moi, je crois que l'Italie se sent isolée, surtout par des normatives européennes comme la déclaration de Dublin,
qui oblige donc nos côtes à avoir ce rôle et cela sans l'aide des autres pays européens. Quindi quando arrivano numeri consistenti di migranti, si registrano le grandi preoccupazioni degli amministratori locali, si diffonde la paura, adesso aggravata anche dalla pandemia, e si attendono delle risposte che purtroppo il governo non riesce a dare. Donc, quand il y a un afflux de grand nombre, de nombre important de personnes, ce qui se passe, ce qu'on voit, c'est la préoccupation des autorités locales. La peur se diffuse parmi la population et on n'arrive pas à donner des réponses suffisantes. Piuttosto è successo, e continua a succedere, che la politica cavalchi la paura piuttosto che dirigere le preoccupazioni delle persone. Ce qui se passe, c'est surtout que la politique, elle profite de cette peur plutôt que de diriger, de canaliser la peur des personnes, des populations. E c'è il grande rischio che si disperda un grande capitale di conoscenze tecniche sul soccorso e di sensibilità umanitaria tipica dei marinai, che in Italia sono state sempre molto forti. Et le risque est grand qu'on perde tout simplement un grand capital de connaissances techniques dans le secours et aussi un capital humanitaire que parmi les marins en Italie a toujours été très grand, très important. Merci, Amiral. Grazie, Amiral. Après cette A voi. belle intervention, j'ai envie de donner la parole à Quito de Pavan, puisque vous avez porté, vous, les couleurs d'SOS Méditerranée sur votre bateau, vous, le skipper. Qu'est-ce qui, à l'époque, vous avez conduit à vous emparer de cette cause ? Oui, j'avais sur la route du Rhum, d'ailleurs Thibaut était à mes côtés à Saint-Malo au départ de la route du Rhum pour mettre en avant effectivement SOS Méditerranée et le travail formidable qu'ils font en Méditerranée et puis le travail des ONG en général. Il faut savoir que les ONG finalement réalisent le travail que ne font pas les États. Il y a évidemment le sauvetage en mer, mais il y a aussi la recherche pour les tas de maladies qui n'est pas financée ou très peu, finalement pas assez par les États. Et ce sont les ONG qui s'occupent voilà, de tous ces problèmes qui sont tellement nombreux au niveau de la santé, au niveau de l'environnement, au niveau du sauvetage, et j'en passe. Et globalement, ma motivation, c'était parce que j'étais en colère. Moi, je défends les couleurs de la Méditerranée sur la course au large. La Méditerranée est notre terrain de jeu. Et je ne veux pas accepter que, côté nord, on passe notre vie à s'amuser en Méditerranée, pendant que de l'autre côté, il y a tous ces drames qui sont ignorés, ou en tout cas qui sont pas traités à leur juste valeur. Alors, je voulais rebondir sur ça. Il se trouve que la semaine dernière, j'étais à Marseille pour un stage de survie. Donc on fait ça régulièrement, on renouvelle nos connaissances en matière de survie. Il faut savoir que la survie, les secours en mer, c'est quelque chose de très très organisé dans le monde. Il y a des sommes considérables qui sont dépensées pour sauver les marins, quels qu'ils soient, et partout où qu'ils soient sur cette planète. Donc il y a des avions, il y a des centres, il y a MRCC, il y a le centre à Griné qui a répertorié pas mal de choses. Donc c'est très 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 organisé. Et moi j'ai eu finalement
je dirais, la chance de profiter de ce système qui est tellement bien organisé. Moi, j'étais dans le sud de l'océan Indien pendant le Vendée Globe dernier, un endroit où il n'y a personne, mais vraiment personne, où franchement, il ne fait pas bon avoir des problèmes. Donc j'ai un vrai problème grave. Donc j'appelle mon équipe, j'appelle l'organisation de course et on déclenche les secours avec le MRCC de Griné qui met en route. Donc tout est organisé. Ils transmettent l'information au MRCC de la Réunion, et puis on regarde tous les bâtiments, les bateaux, alors il n'y en a pas beaucoup, qui se trimballent dans ce côté-là de l'océan Indien. J'ai eu une chance incroyable, c'est qu'il y avait le Marion Dufresne, un bateau mythique s'il en est, qui se baladait par là, et qui sont venus me chercher. Et quelque part, je me dis aujourd'hui, mais pourquoi ça marche pour moi? Est-ce que ma vie vaut mieux que celle de ces milliers de migrants qui sont en mer? Avec un problème, je pense que je comprends finalement, c'est qu'aujourd'hui, ce problème de migrants, il est complètement ignoré, à tel point que les bateaux marchands qui passent, et on sait qu'il y a, je crois que c'est 25% du trafic mondial qui passe par la Méditerranée, ferment les yeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils doivent passer devant pas mal d'embarcations qui ont des problèmes, ils ferment les yeux. C'est-à-dire qu'ils ne font plus leur travail, quoi. Et c'est quelque chose de terrible. Terrible. En revanche, vous, cette solidarité en mer, vous nous dites que vous en avez bénéficié. C'était une collision avec un cachalot, je crois. C'était pendant ce fameux Vendée Globe. Là, j'ai heurté un cachalot. Alors, j'ai l'habitude de dire qu'on a plus de chances de heurter un cachalot que des sangliers, par où on va. Mais moi, ce que je retiens, c'est que je n'ai jamais été en danger, quoi. Jamais été en danger, parce que, alors que j'étais à l'autre bout de la planète, le système tel qu'il est organisé a très bien fonctionné. Et aujourd'hui, il ne fonctionne plus pour une partie de cette population terrestre pourquoi voilà, c'est vraiment la question que je me pose. Et c'est absolument pas normal, c'est un scandale. Et puis cette mer Méditerranée, vous la connaissez, elle peut être... Pardon ? Cette mer Méditerranée, vous la connaissez bien, elle peut être dangereuse. On voit toutes les embarcations de fortune qui partent de Tunisie ou de Libye. Oui, alors c'est vrai que la Méditerranée a cette particularité, elle montre une facette souvent plutôt sympathique. On la voit de la plage, la mer est plate, donc c'est vrai qu'elle paraît pas forcément toujours dangereuse. Et c'est sans doute la pire des mers, la plus cruelle, tout simplement parce que dès qu'on est au large, que le vent se lève, il arrive à se lever très très fort. Je pense que Thibaut en a vécu l'expérience ces derniers jours là pour revenir jusqu'à la Grande Motte. C'est une mer vraiment très très difficile et qui met à mal toutes les embarcations, quelles qu'elles soient. Alors, je ne parle même pas des embarcations de fortune dans lesquelles s'embarquent ces gens-là, voilà, qui viennent chercher une vie meilleure, parce que celle qu'ils ont vécue à terre, elle est plus que terrible. On ne peut pas imaginer ce que vivent ces gens-là, qui sont des gens, j'allais dire, normaux, qui sont comme vous et moi, et qui ont des métiers, mais qui fuient effectivement cette furie humaine. Plus largement, la solidarité des marins en mer, elle s'exerce souvent. Vous nous racontiez quand vous avez des problèmes, que ce soit aux Açores ou à l'autre bout de la planète, il y a toujours des gens qui vont se dévouer. Ça a un sens, la solidarité des gens de mer? Oui, alors malheureusement, et on le voit ce soir, on a un exemple qui se manifeste dans nos paroles, mais c'est vrai que ça se perd dans nos sociétés. On vit le plus souvent replié sur soi-même. Mais c'est vrai qu'on a la chance, voilà, quand on a un problème, qu'on arrive dans des îles, que ce soit la Guadeloupe, que connaît bien Thibaut, ou les Açores, ou ces îles-là, dès qu'on a un problème, il y a une population qui nous vient en aide, qui propose pour nous filer à manger, pour nous héberger, pour trouver des solutions techniques qu'on n'a pas forcément. Donc ça se manifeste un peu partout, et heureusement. Et pour revenir au stage de survie de la semaine dernière à Marseille, on a en même temps une partie médicale. Alors on ne sort pas de la chirurgien, mais et j'ai retenu un truc qui m'a marqué, c'est que les personnes qui étaient en charge de ce stage, donc nos coachs,
Il y en a un qui me disait, finalement, il y a des gestes, il y a un savoir-faire de la pratique du sauvetage, mais il y a un truc qui marche le mieux et que les victimes se souviennent toujours, c'est la main tendue. C'est-à-dire quand on prend la main de quelqu'un pour la rassurer, c'est ça qui compte le plus. Voilà, et c'est ce que j'ai retenu de ce petit passage à Marseille. Ah oui, effectivement. Peut-être Thibaut, on peut l'applaudir. Thibaut, on reviendra après sur l'association, les couleurs que vous défendez. On s'est vu cet après-midi, vous évoquiez vous venez de Saint-Malo, ça a été compliqué et vous avez été confronté. Bon, déjà, vous avez soutenu en tout cas SOS Méditerranée et vous disiez que peut-être vous aviez croisé des passeurs. C'est une réalité au quotidien pour les navigateurs ou... Oui, bonsoir. Donc, j'ai la chance déjà d'avoir un super projet qu'on a voulu avec mon ami Victorien Russard dédié à quelque chose d'utile. En gros, c'était vivre une passion mais de façon utile, parce qu'on est quand même des privilégiés à réussir à faire ce qu'on fait. Nous sommes des sportifs, des passionnés, à aimer évoluer sur un univers qui est fabuleux. Et on le doit à beaucoup de personnes. Et cette chance-là, il faut la transformer en la partageant. Et donc, nous, on a voulu consacrer notre projet à une cause qui aide à la recherche de la sclérose en plaques. Et moi, ni Victorien, ni nos proches ne sont concernés par la sclérose en plaques, mais ce n'était pas une raison pour ne pas s'y intéresser. Et voilà, c'est un hasard de rencontre qui nous a vraiment touchés, parce que ça croise un petit peu ce qu'on a déjà entendu là, c'est qu'il y a des choses qui existent autour de nous, qui touchent énormément de personnes, qui sont dans des vraies difficultés, même dans des souffrances physiques, morales, sociales. Et quand on voit à quel point c'est répandu, à quel point c'est paradoxalement très mal connu, une pathologie qui est incurable et pour laquelle on peut ne pas dire « moi, jamais ». Donc ça nous a sacrément touchés. Mais ça croise un petit peu exactement ce que disait Quito, c'est on vit vraiment un paradoxe d'avoir des moyens incroyables qui sont mis en œuvre autour de nous pour nous sauver en cas de besoin, et qu'à côté de ça, il y a des personnes qui n'ont pas cette main tendue. Et nous, on a parfois... je parle pour moi, mais on a un peu un problème de conscience quand on va s'amuser sur l'eau. Certains vont y travailler, d'autres vont s'y amuser. Parfois, on prend des risques, mais qu'on mesure quand même, alors que d'autres vont en mer sans l'avoir jamais vu parfois auparavant et jouer leur vie en mer. Et ça fait poser des questions. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé à réfléchir à mon projet de venir en Méditerranée pour faire ma tournée de rencontres des patients qui ne nous avaient pas encore vus, je me suis posé la question, voilà, je vais en Méditerranée, je sais que j'ai un... Alors, est-ce que c'est un risque ou est-ce que c'est une chance, quelque part, de pouvoir rencontrer des situations de gens en difficulté? Et ça, déjà, se poser la question de savoir si c'était un risque ou une chance, ça commence un petit peu à vraiment faire réfléchir. Et on en parlait encore tout à l'heure avec mon équipe, c'était de se dire que nous, quand on navigue, on fait des veilles pour éviter des dangers. Mais on se pose la question aussi de faire des veilles pour tenter de voir des choses qu'on n'était pas censé voir. Et donc on l'a quand même fait, on n'était pas en veille active, mais voilà, on s'est vraiment posé la question. Et oui, en effet, quand on a passé Cadix, avant d'arriver sur Gibraltar, on a vu on présume, on n'a pas été le redemander, mais c'était une situation qui était assez louche, un semi-rigide de 6-7 mètres de long, avec 2 personnes à bord visibles qui nous ont salués timidement alors qu'on était passé à moins de 100 mètres d'eux. Pourtant, on a un bateau assez remarquable, assez original, et ils ne se sont pas du tout intéressés à nous. C'était presque le jeu de l'enfant qui dit « si je ne te vois pas, tu ne me vois pas ». Et on a vu en passant derrière, a priori, un enfant qui était dans un gilet de sauvetage, planqué, en sécurité. Et on s'est posé la question de savoir si ce n'était pas des passeurs qui venaient du Maroc pour aller en Espagne. Voilà. En tout cas, ils étaient en route, ça allait bien, voilà. Mais on a été confrontés à ces histoires de... Alors qui n'a rien à voir avec les situations que vont sauver SOS Méditerranée. Mais grâce aussi à notre tournée des ports de France, on a été à Boulogne-sur-Mer et on a rencontré les autorités portuaires qui nous racontaient, avec des représentants de la sécurité en mer et de la police, qu'ils avaient sauvé des migrants qui tentaient de passer en Angleterre,
qui ramaient avec des pelles dans une piscine gonflable. Enfin, c'est hallucinant que d'entendre ça, de voir les risques qui sont pris par ces personnes. Donc c'est qu'il y a bien une raison, on ne va pas risquer sa vie sans raison, et c'est encore plus révoltant de voir que, ce que nous dit l'amiral encore tout à l'heure, qu'on est dans une politique d'immobilisme à ne rien vouloir faire. C'est révoltant et affligeant. Donc voilà, je suis très content d'être là parmi vous, mais je me sens tellement, pareil quand je vois la présentation de la SNSM, voilà, nous sommes des témoins, mais de la dire que nous sommes des acteurs, il y a un petit sujet là. Il y a un petit sujet. On reviendra juste après sur votre solidarité, sur votre combat. Vous parliez de la SNSM, j'ai envie de donner la parole à Fabrice Armand sur cette SNSM qui a été grande cause nationale, tout comme SOS Méditerranée il y a 2 ans, je crois. Vous, cette solidarité, les Français vous connaissent bien, vous gardez nos côtes, vous surveillez nos vacances. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette formidable mobilisation au quotidien, ou en tout cas chaque été ou chaque saison sur les littoraux français? Bonsoir. Moi, ce que je peux dire et ce que je peux voir, c'est qu'au niveau de la solidarité, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, mais je crois que le principal a été dit, c'est que quand on est en mer, on est forcément solidaire de celui qui a un problème ou qui peut avoir un problème. Qu'on soit à la barre, comme les champions d'un bateau à voile, que ce soit la marine de commerce ou la marine de pêche, effectivement, moi non plus, je ne connais pas de gens qui ne portent pas assistance à celui qui en a besoin. Donc ça, c'est la première des choses. La SNSM, par chance, n'est pas confrontée, j'espère ne le sera pas, au drame des migrants. Mais effectivement, sur les côtes françaises, tout le long des côtes françaises, il y a plus de 230 embarcations de sauvetage qui sont disponibles 24 heures sur 24. Et tout ça, par solidarité des gens de mer, c'est armé par des bénévoles. C'est-à-dire que dans le quart d'heure qui suit l'alerte, il y a en France, partout, un bateau de sauvetage qui est prêt à aider celui qui en a besoin en mer. Formidable solidarité. Parce que, au quotidien, vous êtes pompier dans le civil, je crois, et bénévole SNSM. Vous avez sans doute des histoires incroyables à raconter. Vous avez peut-être une... Oui, incroyable, je ne sais pas, des histoires, oui, je peux vous en raconter toute la soirée, mais ce n'est pas le but ce soir. Mais oui, alors effectivement, mon métier n'a, je pourrais dire, rien à voir, puisque sur le pont de ces vedettes et de ces canots de sauvetage, on retrouve un petit peu tout ce qu'on trouve dans nos ports, c'est-à-dire des plaisanciers, des régatiers, mais aussi de nombreux pêcheurs, des marins du commerce, actuels ou à la retraite. Et tout ça forme des équipages bénévoles pour aller aider celui qui en a besoin. D'accord. Et puis je sais que la SNSM appelle régulièrement aussi à une autre solidarité, celle de donateurs, des Français, notamment des plaisanciers qui sont appelés à mettre un peu la main à la poche. Ça, vous avez peut-être un message à faire passer. Oui. Le message est que, effectivement, comme SOS Méditerranée, tous sauveteurs, je crois que ça a bien un sens, et ça peut parler à tout le monde, effectivement. C'est que le premier maillon de la chaîne de secours, comme pour SOS Méditerranée, c'est les citoyens qui peuvent comprendre et qui veulent participer à cette action. Donc si en 2007, notre association SNSM et celle de SOS Méditerranée étaient grandes causes nationales ensemble, je crois que c'est pas pour rien. Je crois qu'on porte les mêmes valeurs de sauvetage. Et pour faire ce travail de sauvetage, on a besoin de donateurs. Oui. D'accord. Merci à vous. Je reviens à Thibaut. Je voulais juste rajouter un truc, souligner tout le travail formidable qu'ils font tout l'été. Alors moi, je navigue beaucoup et il y a la VHF qui est branchée en permanence. Et c'est hallucinant le nombre d'opérations qu'il y a tous les jours, tout l'été avec la SNSM. C'est un travail de fou. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'opérations. Bravo à vous. Merci. Thibaut, on a eu la chance de se voir en début d'après-midi pour un reportage sur ce fameux trimaran. Et une des personnes que tu as pu amener en mer, qui est touchée donc par cette sclérose en plaques, avait ces mots qui nous disaient son ressenti. La mer, c'est consolateur et réparateur. C'est le but recherché dans l'association avec laquelle tu t'es associé pour lutter contre cette maladie, la sclérose en plaques. Oui, enfin, il n'y a pas de débat sur le fait que la mer est un univers qui est fascinant et puis qui offre une expérience assez incroyable.
Voilà, c'est que le nombre de personnes que j'ai embarquées sur le bateau qui mettaient pour la première fois de leur vie un pied sur un bateau. Alors déjà, ils se payent un très beau baptême parce que j'ai un très beau bateau avec une super ambiance à bord. Mais ouais, la mer offre un terrain inconnu, mais aussi qui est très fascinant. Et quand on arrive à aller, l'approcher jusqu'à avoir le sentiment de l'apprivoiser, mais en tout cas d'avoir un peu apprivoisé ses appréhensions, ben on offre des vraies émotions. Et c'est vrai que notre bateau, c'est un bateau qui va très vite, on dit que c'est une machine à faire du vent, mais on s'est rendu compte que c'est aussi une machine à sourire, et on arrive à partager le plaisir qu'on a à nous être sur l'eau et d'offrir une expérience assez remarquable. Les conditions aujourd'hui étaient assez favorables à ça, on a eu une très belle météo. Des fois c'est un peu plus rock'n'roll, et du coup je voulais revenir aussi... Ouais, c'est pas ce que j'y vais dernièrement, mais ouais, du coup je rebondissais sur ce que disait Quito. On avait un petit peu échangé sur mon convoyage, parce qu'à un moment donné il fallait traverser ce fameux golfe du Lion. On a ralenti notre route pour attendre que le mauvais temps passe, et on s'est retrouvé avec une fenêtre favorable. On a longé les côtes d'Espagne jusqu'à Cadaqués. C'était magnifique, on s'est régalé. La Méditerranée est en effet très belle. Et on a pointé les traves de le côté de la pointe du Créou, ça. Et là, c'est le changement d'ambiance en un quart d'heure. On est passé d'une mer de 5-6 nœuds avec une mer plate à 30 nœuds et des murs de 4 mètres. Donc quand en effet on veut faire une tentative de traversée en disant ça y est, c'est le bon créneau, en très peu de temps, les conditions deviennent dantesques et impressionnantes, et du coup dangereuses. Nous on sait ce qui nous attend, mais quand il n'y a aucune culture de ce qui nous attend, c'est très impressionnant. D'accord. Sur cette fondation ARCEP, vous disiez, vous avez été confronté à cette maladie, des amis vous en ont parlé. Est-ce que vous en avez fait le constat qu'elle était finalement méconnue? C'est ça aussi qui vous a motivé dans cet engagement? C'est exactement ça. Donc je disais, on n'était pas du tout concerné par la pathologie, mais c'est quand on nous a mis sous le nez la gravité de la situation. Voilà, je répète, c'est à l'époque, il y a 8 ans, on atteignait le cap des 70 000 diagnostiqués en France, 2 millions dans le monde, et aujourd'hui on est à plus de 125 000 et 2,5 millions dans le monde. Donc voilà, alors aussi parce que les diagnostics ont progressé, mais c'est aussi pour dire que la maladie elle est autour de nous, et dès l'instant où on a parlé de notre projet qui met en avant la sclérose en plaques, on a été contacté par des gens dans notre entourage, plus ou moins proches, des collègues, des anciens collègues, des concurrents de voile, la sclérose en plaques était autour de nous et n'était pas visible, et tant qu'elle n'est pas visible, on n'en parle pas. Mais là, petit à petit, le fait de réussir à en parler, de mettre des mots et de pouvoir faire comprendre, que les patients puissent faire comprendre leurs difficultés et leurs souffrances, parce qu'on est souvent sur des symptômes invisibles qui font que l'entourage professionnel, amical, ne comprend pas les difficultés qu'on peut avoir, et ça va créer d'autres soucis. Et c'est quand on a eu ce témoignage-là qu'on s'est dit, voilà, on peut faire quelque chose, donc il n'y a pas à attendre que d'autres le fassent parce qu'on se dit que c'est bien de le faire. Donc à un moment donné, il faut être acteur des choses qui nous touchent. C'est sûr, il y a un nombre de sujets qui méritent d'être soutenus qui est trop important. Mais voilà, on a décidé du coup de prendre ce sujet un peu à nos bras, à bras le corps, avec nos petits bras, avec nos moyens. Et en tout cas, on a vraiment le sentiment d'apporter une vraie contribution dans l'espoir déjà des patients, en encourageant la recherche médicale et aussi en parlant de la maladie. Rien que de parler, ça lève beaucoup d'attention et de sensibilité. Et c'est vrai que on a aussi fait une action auprès de la SNSM, parce que nous, on navigue beaucoup, qu'on est sur le 16 en permanence, parce qu'on a un devoir d'être en veille sur des soucis qu'il peut y avoir. C'est assez impressionnant de voir en période estivale le nombre d'alertes qu'il peut y avoir. J'ai moi-même déjà eu l'occasion de sauver des gens sans passer par sans passer par une alerte 16, et j'ai rencontré des gens dans des conditions complètement incroyables. Enfin, ça pour dire que il ne faut pas attendre que ça nous touche pour se bouger les fesses, et qu'il est important de ne pas attendre que les autres fassent pour nous. On peut tous être acteurs de quelque chose, quels que soient les moyens. On est tous sauveteurs.
Même derrière notre smartphone, au chaud dans son canapé, on peut faire quelque chose. Donc les dons sont extrêmement importants et il faut y aller, quoi. C'est donc pour l'ARCEP. J'ai envie de donner la parole à Benoît Schumann. Être acteur de ce qui nous touche, faire quelque chose, ça vous parle forcément? Vous qui avez lancé Project Rescue Océan. C'est ça. Donc d'abord, je tiens à saluer toutes les personnes qui sont présentes et les causes que vous défendez. C'est formidable. On parle de solidarité, c'est hyper important. Donc moi, je suis le fondateur de Projet Rescue Océan. Il y a 5 ans, j'ai voulu agir en faveur de l'environnement et j'ai réfléchi à comment je pouvais mobiliser les citoyens autour de moi pour qu'ils agissent et qu'ils passent à l'action. Alors, j'ai commencé à prendre mon smartphone, à prendre des photos, à publier sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à fédérer. Je me suis renseigné de ce qui existait déjà et j'ai voulu le moderniser parce que on est tous concernés par la cause environnementale et malheureusement, on dit, souvent on se retrouve confronté à, on divise et on ne fédère pas. Et donc on a voulu fédérer et commencer à organiser des opérations éco-citoyennes, que ce soit avec les pêcheurs, que ce soit avec les clubs de sport, etc. Et ensuite on a commencé à réunir du monde pour nettoyer les plages. On n'a rien inventé, ça s'est toujours fait, mais par contre on a voulu fédérer et moderniser un peu ce qui existait déjà. Collecter, c'est bien. On a un deuxième axe dans l'association. On intervient dans les écoles. On parle de solidarité. Et moi, j'ai envie de dire, quand on lit la solidarité, l'éducation et l'environnement, c'est la clé pour l'engagement citoyen. Ce qu'on fait, c'est super, mais il faut de l'éducation. La problématique dans la Méditerranée, il faut en parler. Le thème, c'est le monde nouveau. Moi, j'ai envie de dire, le monde nouveau, c'est les nouvelles générations qui vont l'avoir. C'est la jeunesse. C'est eux qu'il faut sensibiliser, c'est eux qui vont dépoussiérer ce qui existe déjà et arranger ce qui ne marche pas. Et donc avec l'association, on essaie de trouver des nouveaux moyens comme ça. On intervient dans les écoles du bassin méditerranéen, on a des antennes au niveau national et international. On a quelques chiffres, en 2019, on a collecté plus de 55 tonnes de déchets en replaçant l'humain au centre de la problématique, en essayant de montrer qu'il fallait être solidaire. Dans certains pays, on est présent en Côte d'Ivoire par exemple, où pareil, ils ont d'autres problématiques, d'autres urgences. Donc on essaye de lier ça, toujours avec l'éducation, une touche d'environnement, et là c'est la clé pour l'engagement citoyen. Donc ça fonctionne, et aujourd'hui on est présent sur les réseaux sociaux, et on agit sur tout le littoral méditerranéen. Voilà. Combien d'antennes, combien de bénévoles, est-ce que c'est quantifiable ou est-ce que... Alors oui, c'est quantifiable. C'est au gré à gré, selon les opérations que vous lancez Alors c'est quantifiable puisque déjà il y a la magie des réseaux sociaux. On parle beaucoup du côté négatif des réseaux sociaux. Nous on le met en avant, on a un regard optimiste et on a plus de 12 antennes au niveau national et 12 antennes au niveau international. Donc on est présent à l'île de la Réunion, sur l'île Maurice qui a connu une marée noire, en Thaïlande avec des clubs de plongée pour justement replacer la cause environnementale, replacer l'humain et agir en apportant des moyens. Et ça fonctionne puisque en 5 ans, c'est plusieurs milliers de bénévoles maintenant, plusieurs centaines de tonnes collectées et ça fonctionne très bien justement en fédérant les métiers de la pêche et en étant solidaires, les métiers de la pêche et de la mer, pardon. Vous côtoyez tous ces gens qui ramassent, qui collectent les déchets. C'est quoi qui les anime? Il y a la mode environnementale, mais ça va au-delà. Vous parlez de solidarité. Il y a la cause, envie de faire bouger les choses, envie que ça change. On parle à chaque fois de problématiques, il faut être optimiste. Par exemple, nous, quand on intervient dans les écoles, on ne parle pas d'écologie, on ne parle plus d'écologie, on parle d'éco-citoyenneté. Retour au civisme, retour au bon sens. Du papier dans la rue à la bouteille en plastique que je jette sur la plage. Et ça fonctionne. Il faut trouver des nouveaux moyens pour communiquer, pour sensibiliser. Les générations changent. Vous voyez les réseaux sociaux, la jeunesse, comme la problématique des déchets, la problématique il y en a énormément. Il faut moderniser tout ça et on arrive à le prouver, on arrive à le quantifier puisque on parlait de chiffres, on a sensibilisé plus de 2000 enfants sauveteurs des océans, simplement en étant bénévoles et simplement en allant dans les écoles, en parlant d'éco-citoyenneté, en restant à notre niveau de citoyen. Voilà. Merci Benoît. La solidarité à travers ces collectes, on peut l'applaudir.
Puis on avait aussi envie d'élargir cette solidarité à ce grand rassemblement qui nous tient à cœur tous les 2 ans à 7. Wolfgang Idiri reste le directeur général d'Escale à 7. Ce n'est pas du folklore. Bonsoir à tous. Je suis très heureux, très honoré d'être parmi vous. Bien évidemment, pour organiser une fête maritime, la question de la solidarité des gens de mer fait partie de l'ADN de cette manifestation qui est portée par 400 bénévoles, qui est un projet tout à fait expérimental et inattendu. Quand on a organisé cette manifestation il y a 10 ans, avec cette association que nous avions créée autour de ce projet, on ne s'attendait pas à ce qu'on arrive à concurrencer de grandes soirées touristiques sur les plages et faire venir 300 000 personnes autour de la question du patrimoine maritime, donc le patrimoine naturel, le patrimoine matériel et immatériel. On a la chance à Sète d'avoir un patrimoine qui est vivant, c'est-à-dire avec une histoire, mais aussi avec des activités. Je pense notamment au monde de la pêche. Et finalement, la question de solidarité, d'abord, autour du projet d'Escale à Sète, elle est venue autour de cette conscience que notre culture et cet art de vivre, finalement, était fragile. Au fil des éditions, on a fait nos preuves, on a essayé de ne pas galvauder ces traditions, et le succès relatif qu'a remporté cette manifestation nous a permis d'obtenir le patronage de l'UNESCO depuis 2018, puis le haut patronage du président de la République en 2020. Au-delà de toute la reconnaissance que cela peut apporter, c'est surtout pour nous à la fois un garde-fou et puis une caution, c'est-à-dire que notre volonté notre exigence, notre jusqu'au boutisme pour que ces traditions ne soient pas galvaudées, aujourd'hui on réussit à avoir une certaine crédibilité grâce à ces soutiens. Et donc voilà, notre but à nous, c'est de faire appel à l'engagement citoyen autour de la question du patrimoine et d'arriver à le maintenir. Donc voilà, on est dans une manifestation qui ne se veut pas folklorisante, qui n'est pas dans le spectacle. On est plutôt là pour offrir une tribune à tous les acteurs de la vie maritime, que ce soit les pêcheurs, que ce soit les sauveteurs, que ce soit SOS Méditerranée, et tous les acteurs du patrimoine d'hier et d'aujourd'hui. Donc on essaye de faire en sorte que la vitalité de notre vie maritime d'aujourd'hui fasse notre histoire et notre culture de demain. Et à Escale, comment s'exprime cette solidarité des gens de mer? On pourrait parler de la mobilisation pour l'Hermione, on pourrait parler de ces centaines de bénévoles. Alors oui, il y a un esprit, il y a de nombreux exemples. Et puis bon, avec la triste annulation de cette année, on a eu encore une belle preuve de solidarité de tout le monde qui nous a aussi permis de rebondir très vite, puisque l'édition de notre manifestation biennale, qui se déroule donc les années paires, devait avoir lieu au mois d'avril 2020. Et donc nous étions dans les derniers instants quand finalement la décision est tombée, donc l'interdiction d'organiser la manifestation. On était tellement dans les derniers préparatifs que ça a été quelque chose de dur à accepter, puis tout s'est passé très vite. Et après l'immense déception, rapidement, que ce soit les bénévoles qui sont tout à fait incroyables, c'est des gens qui abattent un travail formidable, enfin l'image de ce qui se fait généralement dans le bénévolat, mais en tout cas je peux vous en parler pour le projet qu'on défend pendant 2 ans et autour de cette manifestation, finalement, malgré notre déception, le fait d'avoir le miroir de ces petites mains, qu'on a des gens qui vont garder les parkings, on a des gens qui ont un travail tout à fait ingrat et tout à fait très discret finalement, quand on a vu la flamme dans les yeux de ces personnes-là qui finalement été les plus consolants à nous dire la ligne d'arrivée n'est que repoussée et puis dans 2 ans on fera encore mieux, ça nous a extrêmement motivés. Les partenaires bien sûr ont joué le jeu. Une deuxième anecdote dont quelques-uns d'entre vous dans la salle se souviennent, il y a eu effectivement l'expérience de l'Hermione qui est un petit peu plus enthousiasmante, on va dire. Donc effectivement, quand l'Hermione est venue en 2018 pour Escale à Sète, rien n'était gagné pour la Méditerranée. Et l'Hermione devait commémorer un anniversaire important en Louisiane. Et donc tous les feux étaient ouverts avec de nombreuses villes de Louisiane qui s'étaient d'ores et déjà engagées. Et 48 heures, c'est pas une fable, c'est une histoire vraie, 48 heures avant la décision, on était complètement perdants. Et donc branle-bas de combat, et donc un autre exemple de solidarité, on a fait appel à la solidarité notamment des Méditerranéens, et puis plus généralement des gens de mer en France, mais aussi dans des ports étrangers en Méditerranée, je pense notamment au musée maritime de Barcelone. En 48 heures, il y a eu un nombre de soutiens qui était incroyable, qui ont fait basculer finalement la décision de l'association Hermione Lafayette de venir en Méditerranée. Alors, il y a des témoins ici qui pourront vous en parler.
Marc Chevalier, Jean-Pierre Lacan, qui ont notamment œuvré pour cette cause. Et donc voilà, donc l'histoire d'Escalacet est effectivement un exemple de solidarité avec des enjeux qui au départ sont moins graves, mais quand même importants. Hein. En tout cas, c'est quelque chose que je défends au nom des 400 bénévoles, de ne pas perdre notre culture. Aujourd'hui, en Occitanie, on a la chance d'avoir encore un terroir qui est authentique, avec une vraie histoire. On s'est préservé de l'effet feu de paille d'une bétonisation à outrance. Dans certaines régions de Méditerranée, ça a été le cas. Et aujourd'hui, finalement, cette authenticité devient un luxe. Et on essaye de contribuer à prouver que la notion de préservation de patrimoine et tourisme peuvent faire bon ménage, peuvent être aussi vecteurs de développement économique. Et donc, voilà, c'est notre manière à nous de faire appel au bénévolat pour que notre belle région garde son âme. Merci Wolfgang. On a envie de dire, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Pour être tous ensemble, je vais peut-être redonner la parole à François Thomas une dernière fois en guise de conclusion, on peut redire qu'il est nécessaire d'aider SOS Méditerranée et comment on peut faire si les gens nous écoutent, s'ils ont envie d'aider. Oui, merci. D'abord, pour libérer le Ocean Viking, il y a une pétition qui est en ligne sur change.org. Et puis, bien sûr, le sauvetage, ça a un coût. La vie humaine n'a pas de prix, mais le sauvetage, ça a un coût. Donc, faire un don à SOS Méditerranée. Je voudrais aussi rajouter une chose, parce qu'il arrive, en tout cas avec certains, que le débat soit biaisé. Quand un sauveteur tend la main, il tend la main à une personne en détresse. Cette personne, ce n'est pas un pêcheur, ce n'est pas un plaisancier, ce n'est pas un migrant, c'est une vie humaine. Donc, le sauvetage, c'est sauver des vies. Et là-dessus, je crois que c'est vraiment notre humanité, le fond de notre humanité qui est en jeu aussi, parce que c'est pas discutable, c'est pas optionnel, et c'est tout simplement sauver des vies. Voilà, merci beaucoup. Merci François. Je laisse la parole en guise de conclusion à Marc Chevalier, qui va nous faire peut-être une petite synthèse, et on ouvrira, s'il nous reste 2-3 minutes, une ou deux questions à la salle, si vous avez des questions, des interrogations, commencez à y réfléchir, parce que je vois que l'horloge tourne. Marc ? Oui, 2 mots pour conclure, pour dire que cette table ronde est formidable. Je l'avais dit tout à l'heure en introduction, mais vous êtes formidable. On va vous applaudir très fort parce que ce que vous faites est unique. Je peux le dire. Je voudrais revenir rapidement sur ce qu'a été le discours de la ministre, puisqu'on n'était pas tous là ce matin, sur notre bien commun. Notre bien commun, c'est l'océan, c'est la mer. Or, vous savez aujourd'hui que notre bien commun est en grand danger. Alors, je voudrais profiter de cet élan de solidarité sur les exemples que vous donnez tous, chacun de votre façon, que ce soit SOS Méditerranée, Alimberant, que ce soit SNSM, que ce soit la sclérose en plaques et Escalacet et notre ami Schumann. La solidarité, c'est ce qui va nous sauver, qui va sauver la planète. On a besoin tous d'être solidaires pour se battre contre les effets du changement climatique, contre la pollution. Notre Méditerranée en face, notre terrain de jeu, comme dit Quito, il a raison, elle est polluée, elle reçoit 600 000 tonnes de plastique par jour. Elle est en état de déliquescence. Il faut la sauver et elle deviendra mer morte si on ne s'en occupe pas. Alors oui, le plastique, il faut le ramasser. Oui, il faut dire aux enfants dans les écoles, dites à vos parents, de ne pas faire ça, de ne plus faire ça. Il faut réduire, il faut se battre. Ne reste pas pessimiste parce que le réchauffement climatique, si on ne le règle pas, vous savez ce qui va se passer dans les États subsahariens quand ils n'auront plus d'eau, plus de quoi bouffer, ils viendront chez nous. On imagine des millions et des millions de migrants. Donc, prenons-nous, posons-nous, réfléchissons, mais je vous en supplie, soyons solidaires. Osons, quand il y a la tempête, il ne suffit pas de changer de voile, il faut quelquefois changer de cap. Alors, changeons de cap. Merci Marc pour cette chaleureuse conclusion. Est-ce que dans la salle, il y a des interrogations, des questions? C'est le moment, profitez-en. La première est toujours la plus dure à poser. Et en même temps, je vois que l'heure tourne. Il nous reste 1 minute. Allez, Pardon, le turning, super. Je voudrais savoir, est-ce que les structures financières qui, visiblement, investissent dans les courses autour du monde
et on les retrouve sur les voiles, les logos des grandes banques. Est-ce que ces mêmes banques participent à financer cette misère humaine qui flotte actuellement sur la Méditerranée? Peut-être nos navigateurs. C'est une question difficile. Alors c'est vrai que sur les courses à la voile, on voit beaucoup de banquiers et d'assureurs. C'est une réalité. C'est vrai qu'ils dépensent beaucoup d'argent, qu'ils en ont beaucoup. Je ne sais pas s'ils financent ces associations-là. Tu pourras peut-être me le dire. Je pense qu'il y en a certaines qui abondent dans ce sens, pas toutes sans doute. Mais ce que je voulais dire, c'est que finalement, les navigateurs, les coureurs au large réfléchissent aussi à comment changer de façon de faire. Il y a beaucoup, Thibaut est un bon exemple, il y a beaucoup de coureurs qui se démènent pour essayer de justement mettre en avant des ONG, des associations qui travaillent sur la santé, il y en a beaucoup, l'environnement, il y en a beaucoup aussi. En fait, on essaye de devenir utile. C'est vrai qu'on fait quelque chose qui peut paraître complètement inutile, c'est sans doute vrai. On joue sur l'eau, on s'amuse avec le vent, et on essaye effectivement de changer cette façon de faire pour faire en sorte que notre sport devienne utile, en tout cas à passer des messages, à les transmettre le mieux possible. Voilà, c'est ce que je peux dire. SOS Méditerranée est financé à plus de 90% par des citoyens, tout simplement, des citoyens européens. Il y a quelques mécènes d'entreprises, mais très peu. Et il y a également, il faut le reconnaître, de plus en plus de collectivités qui sont solidaires, des mairies, des départements, des régions, qui nous aident et qui nous soutiennent. Et c'est une chose qui se développe. Et au-delà de tout engagement politique, etc., c'est tout simplement sauver des vies, c'est le sauvetage en mer, comme la SNSM. Donc, mais aujourd'hui, il faut reconnaître, SOS Méditerranée est financé à plus de 90% par des citoyens européens, voilà, Allemagne, France, Italie et Suisse. Merci pour ces mots de conclusion. On vous remercie encore chaleureusement de tous être venus ici pour débattre de cette question de la solidarité des gens de mer. Vous allez rester quelques minutes encore sur scène puisque nous allons appeler maintenant le Monde Nouveau. C'est également, je vous disais, des engagements en faveur des transitions écologiques et sociétales. Et nous avons une demi-douzaine d'associations qui vont venir se présenter, mais vraiment très rapidement, présenter ce qu'ils défendent. Donc je les appelle ici au pupitre. Et la première d'entre elles, ça va vous parler, Elodie Pouet pour Sea Shepherd. On l'encourage. Je vous laisse carte blanche au pupitre. Bonsoir, merci pour toutes vos interventions. On a 3 à 5 minutes, c'est très très court pour présenter l'ONG Sea Shepherd. Je pourrais vous réciter ce qui est sur le site internet, ça serait peut-être pas très vivant ou percutant, donc je vais essayer de faire ça de manière assez personnelle tout en restant fidèle à ce qu'est l'association. Donc Sea Shepherd, c'est une ONG internationale qui a été fondée à la fin des années 70 par le capitaine Paul Watson, et Sea Shepherd France est l'antenne nationale de cette ONG internationale. ONG 100% indépendante des États. On refuse les subventions, donc 100% dépendante des dons, et c'est vraiment financé par monsieur et madame tout le monde. Pour ce qui est de mon expérience, j'ai rejoint Sea Shepherd en 2015, j'ai participé à différentes campagnes, notamment aux îles Féroé ou Dolphin Bycatch, qui est une des campagnes nationales de Sea Shepherd France, qui se déroule actuellement au large. J'étouffe un peu dans le masque, c'est vrai ? Dolphin Bycatch, donc l'opération française qui a lieu actuellement au large des côtes atlantiques, qui vise à documenter les captures de dauphins dans les engins de pêche qui ne sont pas sélectifs. C'est la grande majorité de la pêche aujourd'hui. C'est 11 300 dauphins qui sont tués chaque année en France, un des pays qui tue le plus de dauphins au monde.
On a filmé en 24 heures 5 dauphins capturés dans un seul filiyeur au large de la Bretagne. Donc on documente ce genre de choses. Notre ADN, c'est l'action directe, bien entendu, mais celui-là, on peut le pratiquer uniquement dans 2 cas, quand il y a une illégalité et quand on a l'assurance de ne blesser personne. Voilà, en 40 ans d'activisme, on n'a jamais blessé qui que ce soit, même si on a cette réputation d'être terroriste, parfois. Donc on n'est pas de très bons terroristes, en blessant personne en plus de 40 ans d'activisme. C'est des bénévoles qui sont passionnés, qui veulent vraiment défendre le vivant, qui ont l'amour du vivant. Et donc l'autre angle qu'on a en plus de cette action directe, c'est d'exposer en fait ces pratiques qu'ici elles sont légales. Malheureusement en France aujourd'hui c'est légal de capturer des dauphins, pourtant espèces protégées. C'est de les exposer auprès des médias et de l'opinion publique et d'essayer de faire avancer les lois. Et puis de l'exposer donc à cette opinion publique de différentes manières, notamment par de la sensibilisation, comme là ce soir, et également par des interventions en école ou autre. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, je vais m'arrêter là puisque le temps est compté. C'est www.seashepherd.fr et puis ensuite les réseaux sociaux habituels. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Élodie. Pour vous succéder, les représentantes de la Surfrider Foundation, bien connues. J'appelle donc Kelly, Aglaé, Héloïse et Mélodie. Je pense qu'elles sont toutes là. Surfrider Foundation, allez, en 3-4 minutes, expliquez-nous. Tout d'abord, merci pour cette conférence enrichissante et de vos témoignages. Donc Surfrider Foundation Europe, c'est quoi? C'est une ONG qui milite pour la protection des océans, des mers et s'assure aussi de la bonne qualité de l'eau de ces milieux-là. Elle est accompagnée aussi de nombreux ambassadeurs, des personnalités assez connues comme Guillaume Néry ou de nombreux surfeurs pros. Voilà. C'est une ONG du coup qui milite, en militant pour la protection des océans, se base sur des expertises. Pardon, c'est un peu le trac là, c'est la première fois que je parle en direct comme ça. Donc cette ONG se base sur l'expertise judiciaire et scientifique pour mener à bien des campagnes comme Break the Plastic Wave, qui met fin aux fausses solutions contre le plastique, par exemple. Voilà. En ce qui concerne, la partie plus importante, Surfrider Foundation Europe, c'est une ONG qui se base aussi beaucoup sur ses bénévoles, comme nous d'ailleurs. Et donc qui comprend du coup en Europe 43 antennes donc dans 11 pays différents et donc qui équivaut à environ 2000 bénévoles. Donc nous, Surfrider Foundation Hero, on se base principalement sur la sensibilisation à l'école. Comme l'a précisé Benoît Schumann, c'est quelque chose de très important puisque ce sont les générations futures. Donc on intervient dans les écoles primaires, lycées et aussi universités. On va aussi faire des collectes de déchets qu'on appelle des initiatives océanes. Qui peuvent d'ailleurs être menées à bien par vous-même en tant que citoyen. Sur notre site internet, vous pouvez vous-même les créer. Et donc nous, on fait ça un peu de manière assez originale, on essaye, parce que Surfrider, c'est de base une ONG qui est l'idée par des surfeurs, sauf que surfer en Méditerranée, en coup de mer on peut, mais c'est plutôt rare. Du coup, on s'associe à de nombreux clubs sportifs, comme les clubs d'athlétisme de Béziers, ou avec une association d'acrobatie comme Ride Run, avec lesquelles on fait des collectes de déchets. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup à Surfrider Foundation. J'appelle maintenant le CPI de Thau, Florian Martel. Je vous laisse rejoindre le pupitre et pour nous parler peut-être des hippocampes. Oui, on va en parler un petit peu. Donc merci déjà des présentations et puis du débat qui était super riche et sur un sujet d'actualité très important. Ça nous concerne aussi au CPIE. On travaille aussi beaucoup sur des sujets de solidarité. Donc le CPIE Bassin de Thau, c'est une association d'éducation à l'environnement et de valorisation des initiatives locales liées aux sujets environnementaux. Donc les CPIE, ce sont des centres permanents d'initiatives pour l'environnement. Il y en a 80 en France, c'est un label national qui est décerné par une union nationale.
Donc nous, on travaille sur des sujets très très variés au CPE Bassin Thau. On travaille sur le bassin Thau, bassin versant de la lagune de Thau, mais aussi en région Occitanie. Donc là, pour illustrer un petit peu ce qu'on fait à l'échelle de la région Occitanie, donc le programme Éco-Gestes Méditerranée-Occitanie, qui est un programme de sensibilisation des plaisanciers à une plaisance plus vertueuse, plus durable et moins impactante sur le milieu marin. Donc on a 5 équipes qui vont l'été dans les ports d'Occitanie sensibiliser les plaisanciers, faire un diagnostic de leurs pratiques, et puis s'ils souhaitent s'engager à modifier un geste au quotidien pour une plaisance un peu plus respectueuse du milieu marin, on leur met un petit fanion, un guide, et puis ils vont s'engager avec nous et faire partie d'une communauté. Pour nous, c'est important le système de communauté. On le reproduit aussi dans le cadre du réseau Sentinelle de la mer Occitanie, qui est un réseau de sciences participatives. Donc l'idée, c'est qu'on fédère des programmes de sciences participatives à l'échelle de la région Occitanie. Donc il y a à peu près une vingtaine de programmes de sciences participatives pour à peu près une quinzaine d'associations. Les sciences participatives, en quelques mots, c'est tout un chacun peut faire remonter des observations, des données, lorsqu'il se balade sur le littoral le week-end, quand il sort avec son bateau, quand il va plonger dans les fonds marins d'Occitanie. On peut faire partager ces données, on peut partager ces observations au lieu qu'elles restent dans nos souvenirs ou dans notre carnet de plongée. Donc ça, c'est les sciences participatives. Ça nous permet après de lier science, gestion, pour une meilleure gestion du milieu marin et de nos aires marines protégées sur la côte d'Occitanie. Et puis un troisième projet qu'on mène sur le littoral d'Occitanie, c'est la campagne Merveille, Faisons des merveilles. Donc c'est une campagne régionale qui vise à réduire l'apport de macro-déchets dans le milieu marin et sur notre littoral. Donc c'est une campagne de sensibilisation. Ça nous permet aussi de mobiliser de nombreuses associations qui vont aller organiser des ramassages de déchets sur le littoral d'Occitanie, équipés de sacs, de pesons, de gants pour essayer d'amorcer un changement lié à ces macro-déchets. Donc, comme le disait Benoît, c'est des approches complémentaires. Nous, les CPI, on fait un travail de fond depuis des années. Ça fait une trentaine d'années que certains CPI existent. Nous, au CPI Bassin Thau, ça fait 12 ans qu'on existe. Mais on fait un travail de fond, on sensibilise énormément de scolaires, de grand public. À l'échelle de l'Occitanie, on est formé en union régionale. Donc il y a à peu près, en 2019, 115 000 personnes sensibilisées à l'échelle de l'Occitanie. Ça reste quand même important, c'est un gros travail qu'on fait. Et donc, pour résumer, vous pouvez nous participer à nos actions en adhérant au CPE Bassin Thau. Vous pouvez aussi participer au réseau Sentinelle de la mer Occitanie en vous connectant sur le site internet et en choisissant un programme qui vous convient, que vous soyez plongeur, que vous soyez promeneur sur le littoral ou alors tout simplement plaisancier. Voilà. Merci beaucoup Florian. J'appelle maintenant Xavier Murard pour Recyclons. On a beaucoup parlé de collecte, de plastique et on va voir ce que ça donne. Bonjour, bonjour à tous, merci pour l'invitation et encore bravo pour les actions que vous menez et sur ces sujets vraiment d'actualité. Donc Recyclons, l'idée de Recyclons, c'était de réunir sur un territoire les différents acteurs. Donc il peut y avoir sur des pêcheurs, des associations, des collecteurs de déchets et de pouvoir valoriser donc tous ces déchets et de trouver des solutions de valorisation pour ces déchets. Donc une première filière a été créée avec l'Institut marin du Siquarium au Grau-du-Roi, où on a réuni les pêcheurs qui ramènent malgré eux passivement des quantités impressionnantes de déchets, pas loin de 50 litres de déchets par jour, donc 80% de plastique. Donc c'est considérable. À côté de ça, il y a bien sûr des actions comme ce que fait Benoît ou du côté de Surfrider où il y a des actions tous les week-ends, toutes les semaines de collecte de ces déchets. Et nous, l'idée, c'était de se dire on va proposer des solutions de valorisation
de ces déchets plastiques et de pouvoir agir en catalyseur d'innovation pour pouvoir recycler tous ces déchets, aussi bien de manière in situ ou avec des filières plus globales ou des filières plus locales. Donc là, on a démarré avec l'Institut Marin sur une innovation où on va mélanger tout type de plastique. Normalement, il faut les trier de manière un peu plus spécifique et on arrive à créer une matière hybride autour de ces déchets. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir développer cette technologie et de pouvoir aussi imaginer de pouvoir recycler donc, ces déchets sur site et derrière de développer aussi des filières globales où on pourra absorber plus de déchets. Et là, on est en lien avec des gros industriels pour pouvoir justement alimenter différentes filières qui puissent aussi développer tout un volet économique et permettre donc la pêche aux déchets de se développer. Donc ce qui se passe, nous, à notre niveau, on organise au niveau des territoires, donc sur l'Occitanie, que ce soit Port-la-Nouvelle, Agde et bientôt Sète, cette pêche aux déchets avec les pêcheurs. Et également, on va intervenir donc, sur la côte atlantique, donc, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, sur donc, la partie du Pays Basque, les Sables d'Olonne et puis du côté de l'île d'Oléron. Voilà, donc là aujourd'hui c'est en plein développement et l'objectif c'est vraiment trouver des solutions, assurer la traçabilité de ces déchets et montrer que chacun à notre niveau, on peut agir et c'est là l'important et c'est beau de voir toutes ces initiatives et de voir qu'il y a vraiment un élan citoyen et que là les choses avancent, quoi. Merci. Merci beaucoup, Xavier. Et nous allons terminer avec Cap Océan et Roman Tamizier. Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation et pour cette conférence. Donc moi je vais vous présenter Cap Océan, qui est une association en fait qui allie action environnementale et défis sportifs. Cette association a été créée par Nicolas Costa suite à la traversée de la Méditerranée. Donc il était parti d'Ajaccio à Cassis et il a réalisé cette traversée. Pardon, j'arrive pas à respirer en fait. Vous pouvez enlever le masque. Oui, merci. Il a réalisé cette traversée à la nage, donc en relais. En relais, ils ont mis environ 5 jours à la réaliser. Et en fait, ça a été une réelle prise de conscience pour lui. Et c'est à cette issue de la traversée qu'il a décidé de créer Cap Océan, car il a rencontré beaucoup trop de déchets lors de sa traversée à la nage. Donc l'association existe depuis 2013. On est là maintenant pour sensibiliser au maximum les gens pour la préservation de l'environnement et en particulier de la mer Méditerranée. On organise régulièrement des opérations de démégotage, des actions de nettoyage de plages et de rivières, en particulier dans les gorges de l'Hérault. Depuis 3 ans, on a créé l'opération de la rivière à la mer, qui est en partenariat avec des acteurs outdoor, comme Canoë Rapido, la grotte de Clamouze. On fait partie, on est en partenariat également avec la communauté de communes de la vallée de l'Hérault et l'office de tourisme de Saint-Guilhem-le-Désert. Ces opérations sont un peu particulières car elles sont très sportives à la fois. On part d'un point A, on va dire en canoë, 2 par canoë, et on descend les gorges de l'Hérault en canoë pour ramasser un maximum de déchets sur notre passage. Donc c'est assez physique, mais au final c'est un résultat magnifique parce qu'on ramasse vraiment beaucoup de déchets. À chaque fois on est une dizaine de canoës, donc 20 personnes, et on descend 1 à 2 tonnes de déchets par ramassage. Ces opérations se font en général une fois avant la saison estivale et une fois après la saison estivale. Donc ça nous permet de faire un bilan comparatif avant la saison touristique et après la saison touristique. Et donc en parallèle de ces actions, on réalise plutôt des défis sportifs. Il y a 3 ans, en 2017, on a réalisé le Tour de Corse à la nage et en stand-up paddle. Donc Nicolas Costa était à la nage, moi j'étais en stand-up paddle en assistance. On avait également un catamaran en assistance pour les repas et passer la nuit sur le bateau. On l'a effectué en 20 jours. Et donc on avait récolté énormément de dons pour des associations caritatives. Et en fait, pendant ce Tour de Corse, on a également eu une prise de conscience sur la pollution de la Méditerranée. Et on va organiser un nouveau défi pour l'été 2021 qui sera la traversée donc Corse-Continent, en partant approximativement du Cap Corse pour arriver à Nice.
Et on va avoir donc un bateau en assistance qui va tirer un énorme chalut pour ramasser des déchets sur son passage, mais également pour pouvoir prélever des échantillons d'eau. Il y aura un scientifique avec nous sur le bateau. Donc toutes les 2 heures, on fera un prélèvement de l'eau en mer pour pouvoir calculer le nombre de microparticules plastiques présentes dans la mer Méditerranée et donc pouvoir faire un bilan également de la quantité de plastique qui est présente dans la mer. Voilà, je ne sais pas trop si je suis bien au niveau du temps, donc je vais juste conclure en vous disant que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux à Cap Océan, donc Cap Océan avec un S à la fin. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre et à faire partie d'un prochain ramassage de déchets ou d'une prochaine conférence. Voilà. Merci beaucoup, Romane. Merci beaucoup. Voilà, la soirée Le Monde Nouveau s'achève. Je tiens encore à remercier tous nos participants et en premier lieu l'amiral Vittorio Alessandro. Je crois qu'il était encore connecté. Merci, amiral. Bonne soirée. Merci pour votre éclairage. Grazie a voi. Merci à Marc Chevalier, à François Thomas pour être venu porter la parole de SOS Méditerranée, à nos navigateurs Quito et Thibaut, à Benoît Wolfgang et pour la SNSM, Fabrice qui nous a rejoints. Merci encore, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite du Salon des Littorales avec une passionnante table ronde sur l'érosion marine et la protection du littoral dès 9 h demain matin. Merci.